Nationale 7. La Nationale 7. Avec ses allées de platane, cette route a quelque chose de magique. C'est une route qui fera 7. Sa simple évocation éveille la nostalgie. Route des vacances qui traverse la Bourgogne. Cette bande de bitume longue de près de 1000 km fait rêver. Mais comment cet axe si embouteillé, durant des décennies, a réussi à se faire une place dans notre cœur? À l'heure des autoroutes, pour percer le secret de cet amour des Français pour la N7, il va falloir l'arpenter. À bord de cette 2 chevaux, suivons l'Allier, enjambons la Loire et longeons le Rhône. Des portes de Moulins à Mornas, dans le Vaucluse, près de 420 km nous attendent au cœur de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et si ces kilomètres étaient les plus beaux? Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. 1936, les Français gagnent 2 semaines de congés payés. 600 000 voyageurs dès la première année, 1 800 000 l'été d'après, et même si la majorité part en train, très vite, c'est par la route que les Français découvrent, voire inventent les vacances. L'histoire moderne de la Nationale 7 débute. Mais d'ailleurs, pourquoi le numéro 7? La réponse est peut-être là, en Auvergne. Sur la route nationale 7, à une vingtaine de kilomètres après Moulins, il y a Bessay. Et à Bessay, on a rendez-vous avec un expert, un spécialiste de la famille Michelin. Pourquoi la famille Michelin? Eh bien parce que si la nationale 7 est numérotée numéro 7, c'est un peu grâce au Michelin. Allez, on a rendez-vous avec Pierre Gabriel, expert et le journaliste à la retraite, spécialiste et biographe officiel de la famille Michelin. Et ben voilà, Pierre Gabriel. Bonjour Luc. Alors là, j'avoue, nous accueillir avec Bibendum, obligé, non, pour N'est-ce parler. pas? Ah oui, incontournable, absolument. Quelle année celui-ci, là? Années 70 à peu près. Ah, il n'est pas tout jeune, alors. Non, il n'est pas tout jeune, il a déjà 50 ans. Pourquoi on se retrouve ici? Alors ça fait partie de la grande stratégie de communication au XXe siècle des frères Michelin. C'était de développer le tourisme, développer la route, de façon à développer leur industrie. Ça veut dire que cette plaque Michelin, c'est quoi? C'est un moyen de marquer leur nom d'un peu de partout? Oui, voilà, oui, tout à fait. C'était de la publicité indirecte, mais qui rendait vraiment service à l'époque. Bon, on y va? Allez. En route. C'est moi le chauffeur aujourd'hui. Merci beaucoup. Et alors, comme on ne peut pas partir sans cadreur, Oui, on va embarquer on va Romain. embarquer. Allez, en route. Hop là, la caméra. Hop, c'est bon? Tout le monde est dedans? Direction Saint-Géran-le-Puy. Bien Gabriel, on ne pouvait pas ne pas parler des frères Michelin sur une émission sur la Nationale 7. Oui, je pense que c'est tout à fait opportun dans la mesure où ils ont été les architectes du développement à la fois du tourisme et du commerce. Et Du tourisme routier, on pourrait dire. Complètement, ils ont inventé la route moderne. Alors, ils ont d'abord mis en place ce qu'on appelle les guides Michelin, bien sûr, le fameux guide rouge, mais qui, à l'origine, n'est pas un guide gastronomique. À l'origine, c'est un manuel de survie sur la route. Pourquoi de survie? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les routes ne sont pas asphaltées, il n'y a pas de signalisation. Quand on arrive à un carrefour, on ne sait pas où on va. Ça veut dire que même quand on traverse une ville, comme il n'y a pas de panneau de ville, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. Donc voilà, ils inventent tout ça, c'est-à-dire que... Mais comment ils font? Ils font du lobbying? Ils font vraiment du lobbying. D'abord, pour le numérotage des routes, ils mettent une pétition que le public pouvait signer. Et il y a même un épisode assez amusant, c'est qu'au Salon de l'Automobile, en 1908, le président Fallières, le président de la République de l'époque, vient signer cette pétition pensant que c'était un livre d'or. Alors donc, il signe la pétition qui était destinée à son ministre. Bon, là les amis, on s'est arrêté à l'entrée de Saint-Géran. On est toujours sur la Nationale 7, dans, on pourrait dire, une des dernières vraies aires de repos, Oui. comme il y avait avant. À l'ancienne, oui. Dans le coffre magique de notre Titine, regardez ce qu'il y a. Il y a un trésor parmi les trésors là dans tout ça. Oui, absolument. C'est ce guide 1945. Oui. Voilà, je suis collectionneur comme beaucoup, et celui que j'emporterai sur une île déserte, si j'ose dire, le seul que je garderai, c'est le 1945. Même pas celui de 1900. Non.
qu'est-ce qui change à l'intérieur? Il y a les parties de ville détruites, il y a des hachurés, des petits hachurés rouges. On montre quelles sont les parties des villes, les quartiers qui ont été détruits. On parle des ponts coupés et des hôtels réquisitionnés. Et on explique que les restaurants sont fermés. Mais le guide existe, c'est extraordinaire. Donc, merci aux frères Michelin pour comprendre l'amour des Français pour la N7. Impossible de ne pas faire une halte au pied du château d'un célèbre marquis. Là-bas, rien n'a changé depuis les grandes heures de cette route. Oui, bah il y a bien des moments. Bonjour monsieur. Oui, il faut mettre de l'essence. Je vais vous servir monsieur. Ah oui, ici c'est vous qui mettez de l'essence. Monsieur, à la palisse, c'est particulier, on vous sert. Et Nicole, depuis combien de temps vous mettez de l'essence? Écoutez, je mets de l'essence depuis 52 ans, vous n'allez pas couper mon élan. Ah d'accord, ok. Et pendant ce temps-là, Hubert s'occupe des vitres. Il faut vous imaginer que Nicole et Hubert sont au bord de la Nationale 7 depuis 1970, 70. s'il vous plaît. Oui, à la palisse, rien ne se passe comme ailleurs. Là-bas, tous les 2 ans, un immense bouchon est célébré par la commune. On l'appelle le grand embouteillage. Et aujourd'hui, on a de la chance, c'est jour de répétition. Bon, Fabrice, on est pas mal, non, à la palisse? Bah, on est un peu bloqué, mais c'est pour le sport. Chez nous, c'est un sport national, l'embouteillage. C'est vrai? On arrive à faire venir des gens de toute l'Europe pour embouteiller. Durant le bouchon, combien de personnes Il viennent? y a 1000 véhicules au départ et Oui. il y a 25 000 spectateurs. 25 000 spectateurs. Quand le contournement de la palisse s'est enfin ouvert, il n'y avait plus d'embouteillage. Donc on en a fait un Alors, faux. Ils ont fait un faux et ça a créé une synergie entre toutes les associations locales. Oui, parce que combien d'associations interviennent sur le bouchon? Il y en a 35 maintenant. D'accord. Ils sont bien calmes quand même, tes membres, là. Coucou, il y a quelqu'un là? Ah oui, ça fait du bruit. Bon, alors, on va quand même aller voir pourquoi il y a un bouchon quand même, non? Ben, à mon avis, il doit se passer quelque chose. hein. Et Marius, il en boit plus qu'il met de l'essence dans sa bagnole. Qu'est-ce qui se fait, Marius? Regarde si c'est de Mais L'autre jour, on va à la qu'est-ce qui- foire aux dames, t'étais déjà en panne, mais ça commence à bien À la faire. fois, Ah, ben t'en es une belle de dame, toi. Va donc chercher l'essence derrière. Tu vois, c'est de l'essence. C'est de l'essence. J'en mets dans le réservoir, là. Tu vas bien me croire quand même que c'est de l'essence. Ah, bah ça a redémarré. Ça a redémarré. Il faut que je te présente Germaine et Marius. En fait, c'est Jean-Paul et Marie-Claire, D'accord. 2 membres du club qui sont des comédiens nés. C'est quoi comme véhicule que vous avez là? Là, c'est une aronde. Une aronde? Oui. Et vous faites de la moto aussi, il Oui, paraît. on a chacun notre moto. Oui. Et alors, vous mettez les pantalons en cuir, vous quittez la robe et tout ça, là? Ouais, puis les tatouages et Le tout. short en cuir. Ah ouais, le short en cuir? Et moulant, je l'ai vu. Alors, on va s'arrêter là, hein, parce qu'on reviendra pour le short en cuir. En attendant, on va aller voir le siège de l'association parce que je crois que là aussi, il y a une vraie prouesse parce qu'on a redonné vie à un ancien hôtel-restaurant, c'est ça? On a redonné vie à un ancien hôtel, on l'a remasterisé à notre façon et on y fait des choses qui ont un ADN un peu plus automobile. Il y a toujours une Cadillac de garé devant le siège de l'association. Il n'y a pas de Cadillac bien loin, c'est vrai qu'on est 2-3 amateurs de belles américaines. Là, en fait, c'est le bistrot de l'association. C'est la brasserie, donc elle est réservée uniquement aux membres. Combien il y a de membres? Eh ben, on est 88. Bon, on fait quoi là? On va faire un peu de mécanique peut-être. Ah, bah oui, allez, on va voir l'atelier de l'association. Chaque année au CAL, il y a une voiture à gagner. Depuis que je suis Chaque là. année au club, il y a une voiture à gagner. Voilà. Le tirage au sort a lieu quand? Le dimanche de l'embouteillage. Ah, le jour de l'embouteillage. Bon, ça veut dire qu'à travers tout ça, est-ce que pendant le temps d'un week-end, cette Nationale 7 reprend ses couleurs un peu? Elle redevient ce qu'elle était. C'est de la nostalgie un peu agrémentée, quoi. C'est mieux qu'avant. Je vais te décerner ce que je décernerai aux membres. Oui. Attestation de formation au premier secours mécanique. Ce diplôme permettant une liaison plus passionnée et fusionnelle avec la voiture. Et c'est horrible comme truc. Il faut mettre un peu d'érotisme dans tout ça. La palisse, pèlerinage pour les amoureux de la N7. Mais à présent, remontons le temps. Bien avant l'automobile, bien avant d'être nationale. Saviez-vous que cette route était royale? Après l'Allier, entrons dans la Loire. Là, le roi de la N7, que dis-je, le pape, Thierry Dubois, nous attend. Cet homme consacre sa vie à cette nationale. Et ce matin, l'illustrateur a mis tout son amour pour cette route sur un timbre-poste. Hop là.
Un timbre fraîchement édité à l'effigie du Petit Louvre. Ce grand logis, dans son jus, aurait reçu tout le gratin du royaume. Bonjour. Bon, alors, Thierry Dubois, qu'on ne présente plus, Ginette, Qu'on présente, présidente de l'association. co-présidente de l'association. Co-présidente. Nous sommes 4 femmes présidentes de l'association. Ah, chez vous, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Absolument. Et puis, on tient à l'avoir hein, et on le garde. Bon, qu'est-ce que vous étiez en train de regarder, là, Ben, devant cette façade merveilleuse? Imagine-toi Thierry. que je connais bien la Nationale 7, mais je suis d'abord dessinateur. D'accord. Et alors, j'ai quand même eu une chance extraordinaire, Oui, c'est d'avoir, à l'initiative de Ginette, oui. un timbre du Petit Louvre à illustrer. Pour planter le décor, là, qui est passé ici? Ben, le principal qui nous vaut le timbre, justement, c'est Richelieu. Richelieu? Mais oui, Alors, qui est duc ou cardinal à l'époque? il arrive, Presque. il est les deux. duc, et il repart, il est cardinal. C'est pas vrai. Mais oui, Allez, on va visiter? on y va. On y va. Et alors là, je vois des écritures de partout. Exactement, et il y en a vraiment de partout. Et c'est sans doute un des bâtiments où il y a le plus de graffitis dans la région Rhône-Alpes. Le plus vieux Alors, graffiti, le plus- il y en a un ou pas? Ah, il y en a un, il est de 1537. Il est ici. Ouh là là. Et alors, comment on vit dans un relais de poste, là? Il y avait le maître de poste qui faisait de la soupe le soir, et puis D'accord. tout le monde s'entassait. Alors, c'est des lits où on pouvait se mettre à 10. Hein. Donc, faut imaginer que dans cette chambre-là, qu'on a l'impression très grande aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de dortoir, Il y a finalement. peut-être 50 personnes à l'intérieur. On fait des rencontres, en fait. Oh, mais très certainement. Il y a peut-être même des bébés. hein. Qui a dormi ici, juste? Catherine de Médicis, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Madame de Sévigné, bien sûr, Ah oui. et l'empereur. Ah, ça. Et Napoléon plusieurs fois, aussi. oui. Le pape aussi, lorsque le pape est allé couronner l'empereur à Paris, il est passé 1804, ici. oui. En fait, c'est The Place to Be, Yes, le Petit Louvre. yes, my sir. Il paraît qu'on peut monter jusqu'à dans les combles. Ah oui, ça c'est C'est magnifique. c'est vraiment le plus bel endroit du Petit Louvre. Et alors là, on a l'impression d'être dans une coque de bateau renversée. Exactement, 13 mètres de haut, Oui. autant de large. Il paraît que le toit est plus grand que la façade. Oui, la façade fait 9 mètres. Non. Et alors pourquoi en fait on fait quelque chose de si haut et de si majestueux? Faut que ça en jette un peu, non? Exactement, parce que c'est un grand logis royal. Qu'est-ce que ça vous fait, Ginette, de vous dire que Thierry Dubois a dessiné un timbre de la Pacaudière, du Petit Louvre, qui va partir dans le monde entier, là? Quand j'ai su qu'on avait le timbre, j'ai dit de toute façon, il faut que ce soit Thierry qui nous le dessine. Pour moi, c'était quand même une fierté aussi hein, de faire ce timbre. Alors, Ah en plus, oui, tu oui, vois, oui. moi, quand je vois une facture, je peux mettre mon, timbre, mon dessin dessus. Ah oui. C'est pas mal, ça. Pas mal, j'y penserai, j'y penserai. À quelques kilomètres de ce palais, un autre palais nous attend. Celui-là est pour les gourmands. Depuis 1930, à Roanne, une famille régale le monde entier. À l'époque, Jean-Baptiste et Marie, trois gros, décident de quitter leur Saône-et-Loire natale pour s'installer au bord de la N7, en face de la gare. Dans cette rue, il y a maintenant plus d'un demi-siècle, les célèbres frères trois gros, Pierre et Jean, décrochent les 3 étoiles au guide Michelin. 51 ans après, c'est là aussi 2 frères qui m'attendent, les fils de Michel et de Marie-Pierre. Il semblerait que les frères trois gros soient de retour. Comment ça va? Salut Loïc, ça va Loïc? Elle est belle ou pas, ma 2 chevaux? Elle est magnifique. Un peu trop propre. Ouais, T'es sûr que t'as roulé avec? Bon, si j'ai bien compris, on est quand même au point de départ de la famille Trois Gros, enfin l'histoire à Roanne en tout cas. Ah oui, alors tu sais, on est arrivé ici en 1930. Économiquement, c'était intéressant d'arriver à Roanne parce que bon, on était au bord de la Nationale 7, il y avait aussi déjà une forte industrie textile. Ouais. Et donc tout ça a fait que les arrière-grands-parents se sont dit on va quitter Chalon-sur-Saône pour arriver ici à Roanne, dans cette maison qui s'appelait l'Hôtel Moderne à l'époque. Et c'est ici que les premières étoiles sont arrivées. Ouais, C'est ça? les années 50. Bon, on rentre à l'intérieur? On y va. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça a gardé son jus aussi à l'intérieur. On n'a rien changé. Ah oui, moi j'adore l'ambiance parce qu'on a gardé le lieu avec son histoire aussi quand même, non? Alors ouais, le central, hein, c'était historiquement c'est le buffet de la gare ici. D'accord. Et nos parents ont racheté en 94. Les cuisines étaient jointes en fait entre la maison Trois Gros et le central, donc ce qui permettait à mon père de venir donner un petit coup d'œil à chaque service, de voir les clients. Ah oui, Et il y avait une communication entre la table 3 étoiles et la brasserie. Ah oui, ça crée une harmonie.
qui était fantastique. Donc pour nous, en plus, en tant qu'enfants, c'était magique. On venait, on se baladait, on venait manger, moi je venais manger des desserts, c'était incroyable. Bon, on file? On file, c'est parti. Alors là, j'ai bien compris, on remonte les racines un peu familiales. On va dans le 71. Ça. On remonte, on n'y est pas encore, mais on s'écarte un tout petit peu de la Nationale 7. C'est ça, un tout petit peu, un petit quart d'heure. Là, j'avoue qu'on change complètement d'ambiance. Ah là, on a fait quelques pas, on a avancé dans la nature. Là, on est où, là, alors? Donc là, on est à Aigrand, en Saône-et-Loire. On a changé de région. C'est un endroit qui a été créé par mes parents il y a 14 ans. Qu'est-ce qui te plaît à toi dans ce lieu? Il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais quand on arrive, il y a quelque chose. Moi, j'avais 15 ans quand ce lieu a été créé et j'aimais venir manger, bien entendu, je cuisinais pas. Mais j'ai toujours eu dans un coin de la tête cet endroit parce qu'on n'est pas loin de la ville, mais on vient s'isoler ici, comme si on partait en vacances. Il y a une sorte de... On débranche. On débranche. On a envie presque d'écrire une histoire. C'est ça, on s'immerge, c'est intemporel. Le restaurant n'a pas changé depuis 14 ans. Les tables sont les mêmes, les chaises sont les mêmes, l'ambiance est la même, on n'a pas renouvelé la décoration. Bon, alors là, juste, qu'est-ce qu'on pourrait goûter, là, comme ça, là? Avec ce temps-là, l'ambiance plutôt estivale. Depuis la création, on fait une petite dariole au chocolat fondant, avec le chocolat Pralu qui vient de Roanne, accompagné d'une glace, un chaud froid. Ouh, ça va être rafraîchissant. La glace, elle est à quoi? Elle est à l'oseille et à la menthe. Oh là là. Donc voilà, l'oseille vient relever un peu l'acidité de cette glace à la menthe. Le même que pour le saumon à l'oseille? Le même, sauf que là, elle est mixée. Bon, allez, on se pose. Cela, moi j'ai faim. Ouais, moi aussi. Avec cette auberge et la table 3 étoiles à Ouche, les trois gros se sont éloignés de l'axe historique. Comme si la N7 avait perdu de son éclat. Ceci dit, la vieille dame a changé. Victime de ces bouchons, ces très gros bouchons, dans les années 60, l'autoroute arrive. Rocade, bretelles, tunnels, à Lyon, la N6 et la N7 enfants de l'échangeur de Perrache. Chef-d'œuvre pour certains ou comble de l'architecture des années 70 pour nous conter l'histoire de cette meringue de béton, Jean-Luc, conteur de rue. Bonjour Jean-Luc. Salut Loïc. Alors là, j'avoue que je suis extrêmement surpris par l'endroit où on se retrouve. C'est quoi? C'est un jardin? C'est un potager? Alors, le potager est de l'autre côté, et ça, c'est un jardin d'agrément avec des bassins, des canards, sauf qu'il n'y a plus d'eau, alors il n'y a plus de canards. Là, juste pour qu'on comprenne, sous nos pieds, l'échangeur, l'énorme échangeur de Perrache. Ouais. Comment il est arrivé ici, cet échangeur, en fait? Alors ça, c'est une histoire étonnante. Depuis très très longtemps, il y avait la Nationale 6 qui descendait de Paris et qui devenait la Nationale 7 pour aller jusqu'à Marseille. Seulement, au bout d'un moment, on s'est dit, oula, c'est quand même pas bien pratique parce que ça envahit Lyon, parce qu'on passait à travers Lyon. Et on s'est dit, il faudrait trouver un moyen pour détourner ce transfert. L'idée est venue de faire une autoroute à la place de la Nationale 7 et de traverser tout droit. C'était la meilleure solution. On a chargé le maire Louis Pradel de l'époque d'annoncer ça aux Lyonnais. Il a failli se faire écharper. C'était les années 60. Les passagers sont de plus en plus nombreux. Et par conséquent, la percée des tunnels était une nécessité que si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on me le reprocherait. Seulement, c'est devenu une erreur urbanistique au moment où on s'est aperçu que maintenant, les gens n'ont pas qu'une demi-voiture, mais ils en ont 3 ou 4. Et tout le monde se sert de sa bagnole. Et on n'avait pas prévu une telle circulation. Alors quand on parle de la Nationale 7 qui était toujours bouchée, mais c'est bien pire, parce que même 50 ans après, c'est toujours bouché. Là, on passe en dessous. Allez. On va voir le fameux bijou. Il y a un bijou dans la gare de Perrache. D'accord, on n'est pas nombreux à l'aimer, mais c'est typique des années 70. C'est pas les bijoux de la reine, mais presque. Et alors là, on a quoi devant nous, là, Jean-Luc? Ça, pour moi, c'est le lustre le plus extraordinaire qui est tout à fait représentatif des années 70. Je suis le seul Lyonnais à l'aimer, mais je me bats comme un diable pour qu'on le garde. En fait, c'est une sorte d'œuvre un peu disco. Oui, bah, c'est l'époque du disco. Il y a des couleurs, Et puis, attends, tout ne tourne pas, mais avant, les boules tournaient et ça grognait. Jean-Luc, défenseur de Perrache. Je me battrais jusqu'au... Non, du lustre. Ah, juste du lustre. Oh, non, le reste, je m'en fous, je conduis pas. Allez, on y va.
Alors là, moi, j'ai besoin qu'on m'explique où on est maintenant. Eh bien, on est côté est de l'échangeur, donc côté Rhône. C'était le jardin d'une garderie. Et puis la garderie a déménagé et maintenant on a laissé des terrains en friche pour que les gens cultivent des légumes. Donc chacun a sa parcelle Et c'est finalement. une association qui gère tout ça et on peut louer un petit terrain de 10 mètres carrés. La jonction entre la Nationale 7 et la Nationale 6, c'est ici. Alors, Et au-dessus d'eux, un potager. c'est dans des avantages de Lyon, c'est qu'il y a des surprises, mais d'un autre côté c'est un peu énervant. On ne C'est une montre sorte, pas à Lyon. On c'est ne une- montre pas. on C'est ne une dit sorte pas. de traboule verte. Géante, oui. Jean-Luc, découvreur et révélateur de petites traboules et amoureux par-dessus tout Ah oui. de Perrache. On peut dire ça ou pas? Moi je suis amoureux du lustre, c'est tout. Ah, juste du lustre, d'accord, oui. Il fallait noter, juste le lustre. Le reste, mitigé. Après la N6, l'autre grand amour de la N7 nous attend. Là, la route des vacances rencontre son amour de toujours, le Rhône. Tous deux vivent une longue histoire et sur des centaines de kilomètres. Aux portes de l'Isère, Vienna Allobrougum. Comprenez, en français, Vienne. Cette cité va nous aider à comprendre les origines de cette route. Et si, aux racines de la N7, sous le bitume, sommeillait une histoire bien plus ancienne, voire antique. Bon, ça c'est une route. Ah bah évidemment que c'est une route. On va pas bien loin, hein, par contre. Hein. On va peut-être appeler un peu la DDE pour qu'ils nous remettent ça d'aplomb, mais c'est une route. Là, on est au cœur ce qu'on appelle le jardin de ville. Le Rhône qui est toujours présent là, au bout, à 30 mètres. Et d'ailleurs, ce qui laisse supposer que cette voie Quand on regarde l'axe, devait peut-être desservir les entrepôts qui étaient donc sur la rive gauche, au bord du Rhône. mine de rien, là on marche sur un des points du secret du développement de la civilisation des Romains ou pas? Ben, bien sûr, parce que les marchandises, il faut les amener, il faut qu'elles repartent, il faut les transformer, il faut les distribuer. Donc forcément, c'est le commerce. C'est le génie des Romains d'avoir su construire des villes qui sont quasiment avec le confort d'aujourd'hui. Dans certaines villas, ils avaient déjà le chauffage par le sol. Bon, donc là il y a un bout de la N7 ou pas? C'est l'arrière-grand-mère. Allez, oui, c'est un parent éloigné. C'est un parent éloigné. C'est un cousin romain, et pas germain. Alors là, j'avoue que le lieu est quand même impressionnant. C'est l'église de l'ancienne abbaye Saint-Pierre, donc église du 5e, 6e siècle, une des plus anciennes de France, qui est devenue un musée au 19e siècle. C'est ce qu'on appelle le musée lapidaire, collection donc de statues de l'époque romaine, de bustes, mais également de beaucoup de sarcophages de tous les évêques de la ville de Vienne. Nous, on est dans un périple sur la Nationale 7. Oui. Il y a une histoire liée, en fait, entre... La Nationale 7 de l'époque? Oui. Bah, c'est le Rhône. C'est le Rhône. C'est le Rhône qui enrichit la ville, c'est par le Rhône qu'on fait le commerce. C'est pour ça que la ville s'est développée. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'une ville un petit peu au nord, qui s'appelle Lyon, s'est encore plus développée parce qu'elle n'avait pas un fleuve, elle en avait deux. Bon, on est venu là parce qu'il y a un endroit qui t'intéresse, je crois, Jean-Yves, que tu voulais nous montrer. Qui a un rapport avec le fleuve. On Oui, y va? Allez. d'accord. Eh ben ici, on a le mur, les amphores. Incroyable. Ah, ça, c'est assez beau, hein. C'était pas pour le vin, c'était plus pour l'huile. D'accord. Et donc, beaucoup ont été trouvés dans le Rhône. Alors, une particularité, c'est qu'en général, ils ne servaient qu'une fois. Il n'y a pas de consigne. Usage unique. Usage unique. C'est un peu la canette d'aujourd'hui. Un petit peu, un peu plus gros, mais je ne sais pas si un jour on fera des murs de canettes. Je crois qu'il y a un endroit qu'on va découvrir. La fin d'un aqueduc. Ah, on va voir? Ah bah allez, c'est parti. Là, on est sous l'église Saint-André-le-Bas et là, on se trouve donc à la sortie d'un des aqueducs qui ramenait l'eau dans la ville. C'est ce qui permet aussi d'avoir des thermes. À la meilleure période, c'est 30 000 habitants. Ça veut dire que 30 000 habitants pour l'époque, c'est énorme. C'est énorme. À un moment, Vienne était une capitale d'un territoire qui allait pratiquement de Trèves en Allemagne jusqu'aux Pyrénées. Ah oui, quand même. Eh, quand même. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette construction, à quel âge, là? Cet aqueduc? On va dire en gros, sans trop se tromper, 2000 ans. Ces gars-là, ils savaient construire. C'est du solide, hein, ça tient. Aqueduc, temple, ces vestiges témoignent de la grandeur de Vienne. Comme le théâtre antique, il accueillait 13 000 spectateurs. À l'époque, il est l'un des plus grands de l'Empire. Avec le fleuve
et un axe routier historique lointain descendant de la N7, la cité va prospérer. Un âge d'or de Vienna qui crée des émules, voire des nostalgiques. Voilà pourquoi, à 2 pas de la route bleue, il n'est pas rare, en autostop, de croiser un centurion. Oh, c'est impressionnant, hein? Alors juste, qui est Thibaut dans la bande? Arda. Thibaut, c'est mon option. D'accord. Ah, vous êtes le légionnaire? Je suis le centurion. Pardon, centurion. Et eux, ce sont les légionnaires. Un légionnaire et l'option qui est mon second. Je peux aller parler à votre second? Vous m'autorisez? Là que ça arrive. Alors expliquez-nous la tenue dans laquelle vous êtes là. Alors là, c'est la tenue du légionnaire romain de l'époque augustéenne. Ah. Donc on sera au début de l'Empire. Juste pour savoir, la tenue, j'ai l'impression que ça pèse un peu quand même, non? On est autour de 10 kilos par là. Ça veut dire que le légionnaire marche avec 10 kilos sur lui? C'est ça? Et pas seulement. Ah bon? Ah non. Qu'est-ce qu'il a d'autre sur le dos? Ah bah, il a son matériel personnel en plus. Ça fait en gros 30 kilos. Ah oui, quand même. Même le centurion a ça sur le dos ou pas? Non, il peut le faire porter par quelqu'un, celui-là. Nous, on est sur une série sur la Nationale 7. Donc l'idée, c'est qu'on s'intéresse à la route, les déplacements. Comment, en fait, les légions se déplacent à l'époque? Parce qu'il y a des routes comme ça, pavées? Alors non, les routes pavées, ça sera vraiment à l'intérieur des villes. Puisque les légionnaires romains, sous leurs sandales, ils ont des clous en métal pour pouvoir accrocher au sol correctement. Donc on va avoir des systèmes de clous sous toutes nos chaussures. Vous avez on parlait des pneus cloutés, et vous avez les semelles cloutées. Puisque quand on va se déplacer à l'extérieur des villes, les routes vont plutôt être des gros amas de gravier et de terre, alors que si on marche sur des voies comme ça, on glisse. Il paraît qu'il y a un général qui est mort comme ça. Oui. Donc il est où à ce moment-là? Dans le forum, à Rome, et à ce moment-là, il va monter tranquillement quelques marches sur le marbre, et à une marche, il a glissé, il est tombé en arrière, et il s'est fracassé la tête. Donc il est décédé comme ça. Ah, c'est triste comme histoire. Oui, c'est... Donc, on fait Bien gaffe. attention. Ouais. Quand on a les crampons, on ne prend pas la piste d'aller. Non, on la prend pas. D'accord, ok. Bon, alors on y va, c'est parti. On va prendre la pelouse. Hein. Gladios! Fingere! Ah! Qu'est-ce qu'on essaye de vivre quand on se met dans cette tenue? Il y a ce côté de vouloir découvrir une époque différente. Ouais. C'est vraiment le ressentir le poids du matériel. On est dans un musée archéologique à Saint-Romain-en-Galles où ici il se passe des vraies rencontres, dans le sens où il y a des centaines de reconstituteurs qui viennent se voir. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres? Il y a les journées gallo-romaines où il y a plusieurs centaines de reconstituteurs qui viennent, donc qui montent différents campements avec différentes époques pour avoir les deux modes de vie différents. Vous vous tapez toujours dessus ou pas? Exactement. Ouais, non, il y a un moment où vous faites la paix le soir. Oui, oui. Dans le ça temps, reste de la reconstitution. Autour d'un verre. En tout cas, le petit garçon que je suis vous dit merci parce que là, moi, j'ai vécu un moment de rêve. Je l'ai rêvé tout petit et là, je l'ai. Et puis, comment arpenter cette Nationale 7 sans parler des vins? Qu'elles soient sur les hauteurs ou au bord des vieilles bornes rouges, ici, depuis des lustres, les vignes font partie du décor. Bien avant les Côtes-Rôties, Condrieu, Saint-Joseph ou Crozet-l'Hermitage, les premiers pieds, ce sont les Romains qui les ont plantés. Justement, à Saint-Romain-en-Galles, depuis quelques années, de drôles de vignes ont pris place au cœur du musée, grâce à Pierre Gaillard, un vigneron venu de la Loire. Et je le vois, Pierre. Bonjour. Bonjour Loïc. Je t'emmène, Pierre. Merci. Elles sont où, ces vignes? Elles sont à l'autre bout du site archéologique. D'accord. C'est une collection de cépages de l'époque romaine. En 95-96, j'avais lu un texte sur un vignoble qui avait complètement disparu dans la région. Et avec 2 copains, on s'est lancé dans la replantation et le défrichage des terrains pour relancer cette histoire de vignoble. Bon, j'avoue que ma 2 chevaux est ancienne, mais elle va un peu faire tâche au milieu des vignes romaines, non? Tout à fait. Bonjour Loïc, bonjour Pierre. Alors, ce sont des vignes romaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé de retrouver un peu les modes de conduite qui étaient utilisés à l'époque par les Romains. D'accord. Et puis en même temps, on a essayé de planter des cépages anciens.
À l'époque antique, les vignes étaient conduites assez hautes et poussaient sur différents supports. Et en plus, ils aromatisaient les vins pendant la fermentation avec des ajouts de plantes. Certaines avaient juste un but aromatique, mais d'autres, a priori, un but de préservation du produit. Ici, on produisait déjà du vin, en fait? Oui, alors il y a 2000 ans, il n'y avait qu'une seule et même cité. D'accord. C'était Vienna. Et D'accord. les vins de Vienna, il y a 2000 ans, étaient extrêmement réputés jusqu'à Rome, en fait. On vendait une amphore de plus de 2000 sesterces. C'est une somme considérable à l'époque. Donc ça, c'est une amphore de type gauloise, qui est fabriquée comment en on voit Gaule. qu'elle est gauloise? C'est un fond plat, en D'accord. général, c'est ce qui les caractérise. Oui, mais C'est nous, on est fabriqué- plus malins, comme ça, elle tenait. Exactement, exactement, c'est mieux, c'est mieux. Par exemple, on va retrouver ce type d'amphore en Espagne, mais aussi en Égypte, en Éthiopie, jusque sur les côtes de l'Inde. On va pouvoir reconstituer en fait les flux commerciaux à travers tout l'Empire romain et montrer qu'il y avait une sorte de mondialisation déjà à l'œuvre à cette époque-là. Ça veut dire que les Américains n'ont rien inventé? Absolument rien. Bon, on va goûter ce vin ou pas? Avec plaisir. Le vin se boit à table, se boit comment, en fait? C'est les Romains qui ont vraiment associé les mets et le vin. Ah, donc l'accord mets et vin, on le doit aux Romains? Ouais, ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ à peu près. Voilà, on va goûter le rouge. D'accord. Donc c'est une recette très très simple. C'est ce qu'on appelle le mulsum à l'époque romaine. D'accord. C'est en fait un vin rouge, de la syrah, dans lequel on a mis du miel. C'est l'apéro des Romains de l'époque. D'accord. Voilà. Et le miel, c'est un excellent conservateur et c'est vrai que ça va aromatiser également le vin. Ah ouais, c'est intéressant. Dans ce qu'on appelle les tricliniums, c'est la salle à manger à l'époque romaine. On trouvait une banquette en forme de U où on pouvait s'allonger avec ses convives. Moi, j'aime bien l'idée de la dégustation allongée et à l'ombre. Ça me plaît bien. Ouais. Pas comme aujourd'hui, c'est ça. Bah non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est différent. Justement, pour l'accord mets et vin sur la N7, il y a ce qu'il faut. Sur près de 70 km, qui sait que la notoriété de notre cuisine se joue? De Vienne avec la pyramide, à Valence et la dynastie Pic, en passant par Pont de l'Isère avec Chabran. Ici, l'attractivité de ces cuisines est internationale. Pour comprendre l'intérêt des chefs pour cet axe, il faut remonter aux années 50, 60. Le TGV n'existe pas, l'avion peu développé, le luxe et la modernité, c'est la voiture. En un demi-siècle, tout ce que l'Europe compte de fortunés s'élance alors en direction de la Côte d'Azur. Un flot incessant de clients que les chefs repèrent très vite. Un chapelet de tables distinguées apparaît alors sur la N7. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Au pied de cette pyramide antique, célèbre à Vienne, 200 ans de la gastronomie française s'ouvrent à nous. Direction la pyramide, une table bicentenaire qui fête ses 200 ans justement cette année. Et l'idée est assez simple, comprendre pourquoi cette table se retrouve en lien avec la Nationale 7. On a rendez-vous avec Patrick Henriroux et alors forcément, pour remonter dans le temps, on s'est dit qu'on allait prendre un véhicule plus ancien. Bah oui, notre 2 chevaux est une jeune fille, elle n'est que de 1983, alors que celle de notre ami Jean-Pierre, quelle année? 52. 52. Ah bah oui quand même. Allez hop, en route. Les derniers mètres pour aller à la pyramide, en traction. Oh là là là, c'est magnifique. Et voilà. Hey, bienvenue Loïc. Ah oui, mais là t'as fait encore Ça, c'est mieux la que nous. Nationale 7, tu vois. Hein? Alors pourquoi ces voitures-là devant là? Ça, c'est une Ford de 1930. D'accord. Et là, une Chrysler de 1929. Ah Donc oui. c'est vraiment les années Ferdinand Point, 1930. C'est des années folles. Rita Hayworth, Clark Gable. La pyramide est Wallis connue dans le monde Windsor. entier, c'est ça? C'est vrai, c'est un peu vrai parce que ici c'était le creuset de la gastronomie française. Ouais. Où Fernand Point a officié pendant de longues années. Alors juste moi, je voudrais qu'on explique finalement qui est Fernand Point. C'est le père de la cuisine moderne? Un petit peu, mais il y a eu le papa avant, il faut quand même le savoir. C'est lui qui achète la pyramide. Auguste Point, qui est venu racheter cette maison ici en 1921, qui était déjà très connue. Et donc Fernand Point, sa célébrité, c'est aussi au moment où il reçoit ses 3 étoiles, non? C'est ça? En 1933, il a apporté le luxe, l'élégance, le raffinement à cette maison, parce qu'elle avait déjà 2 étoiles Michelin, il faut le savoir. Et lui a obtenu la 3e Michelin avec Madame Point, et qui s'était juré que son mari deviendrait le plus grand restaurateur de France. Donc on dit ce que femme veut. Et elle a eu raison. Et elle a eu raison. Bon, allez, on y va? On y va. Parce qu'on en parle, on a envie de goûter quand même voilà, maintenant. Quand même, 2-3 petits trucs. Nous y voici, nous y voilà. Les 3 plats célèbres
de la pyramide Fernand Point. La volaille en vessie. Alors, inventée par Fernand Point et Marius Vétard dans les années 30. Alors, on a une poularde de Bresse truffée sous la peau, farcie au foie gras, avec porto, fine champagne, vin blanc de la région, tout mis donc pendant 8 heures en macération dans cette vessie de bœuf. Le turbo au champagne, donc fait de petits dés de tomates, champignons de Paris, champagne, crème bien sûr. Et alors là, le dessert? Alors là, la marjolaine, une erreur de casting, on va dire ça. Le pâtissier avait fait brûler des biscuits Joconde à la noisette et aux amandes. Et le chef pâtissier lui a dit, écoute, fais quelque chose parce que là, on va se faire disputer par Fernand Point. Et Fernand Point est arrivé, il a goûté, il a dit, mais c'est bon votre truc là, il faut qu'on continue à faire ça. Bon, juste quand même, petit clin d'œil, parce que cette volaille en vessie, ça a été aussi un des plats signatures de Paul Bocuse. Oui, bien sûr, parce que Paul Bocuse a été l'apprenti de Fernand Point pendant près de 7 ans. Il a fait ses premiers pas en cuisine ici, finalement. Avec Croix Gros à Berlin, Alain Chapelle, Claude Perrault du Vivarois à Paris, Jean Blanchet, Michel Blanchet aux États-Unis, Ron Meyer, Pierre Winans, le Comme chez soi à Bruxelles. Qu'est-ce que ça fait, Patrick, quand justement on se dit, on rentre dans un lieu, on l'incarne aujourd'hui et tous ces grands sont passés par là, en fait? Ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est mythique, mystique en même temps. Moi, je suis arrivé à 30 ans, ma femme en avait 27 ans, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va dire aux clients pour reprendre une maison de ce gabarit-là? Et on s'est dit, écoutez, on est venu essayer de faire continuer la belle histoire de cette maison. Bon, et finalement... ça fait 33 ans, je ne savais pas que les beaux commerciaux à la pyramide étaient aussi longs. Quand on l'interroge sur son travail et sa cuisine, il dit que la Nationale 7 est une sorte de ligne conductrice. D'ailleurs, c'est lui qui, à 15 ans, décidera ses grands-parents à ne pas céder le café familial. Je vais vous présenter Michel Chabran et Louis Chabran, qui aujourd'hui œuvrent en cuisine. Nous sommes à Pont de l'Isère, au bord de la Nationale 7 et surtout à un endroit très précis où passe le 45e parallèle. D'un côté, c'est le nord et ici, le sud. Et pour comprendre, on a même fait un bas-relief avec d'un côté une demoiselle habillée pour le nord et légèrement dévêtue pour le sud, avec un sein nu. Si. Et ben voilà, nous y voici. Bon alors, magnifique quand même là. Et elle est belle cette Juba. Juba, quelle année? 1956. 1956. Alors, depuis combien de temps la famille Chabran est là? Mon grand-père Charles Soubéran, avec Léonie, son épouse, ont racheté le café du village en 1935. Et à l'époque, la Nationale 7, il y a du mouvement. C'était folie. Il n'y a pas d'autoroute, donc tout le monde passe là. Moi j'étais là, j'étais gamin. Elle passait à côté, les bagnoles. Le monde entier passait là? Le monde entier passait là, modestement. Oui. Bon, allez. Attends, viens voir. Ah oui, on vous a pas dit. Il y a le fiston en cuisine. C'est fini, regarde ça, maintenant je suis cool, moi je fais plus rien. Est-ce que le fiston est en cuisine? Ah bah oui, il est là. Oui, regarde, il est là. Louis Chabran, le fils en cuisine et le père en goguette, en balade. En balade avec la Juba, les petites voitures. Non mais attends, comment on se retrouve avec une bande dans son jardin? C'est un cadeau de copain. C'est pas vrai? Oui. Michel Chabran, archéologue. Archéologue, on a trouvé ça. Alors juste, Michel, moi ce que j'aimerais qu'on comprenne quand même, comment toutes ces personnalités viennent. Ça vient de la Nationale 7 ou pas? Ça vient obligatoirement de la Nationale 7, c'est un chemin d'accès. Qui plus est, sur cette belle route qui va au bord de la mer, cette belle route qui va au Festival de Cannes, cette belle route où on va à la montagne, obligatoirement, il passe par là. Et c'est absolument fabuleux d'avoir cette Nationale 7. Comment De Niro arrive? Moi, je l'avais rencontré une fois à New York. Et il m'a dit, un jour, je passerai te voir. OK. Et là, il est président du Festival de Cannes. Et il a dit, je vais aller manger chez mon pote. Ouais. Alors, il arrive, c'est 8 h du matin. Et puis, je dis, tiens, qu'est-ce que tu as envie de manger? Ça, je peux te faire ça. Non, mais arrête, tu me fais tout. Ah, d'accord. Il a goûté toute la carte. Il a goûté 7 plats. Bon, je vois Louis qui est en train de dresser la table. On va y aller. On y va. Alors, on a revisité un peu la tomate burrata. On peut dire, on fait une tomate burrata. Non. D'accord. Nous, on fait la tomate chèvre. On reste local, mais la tomate chèvre du 45e, avec un petit peu de confite, un petit peu de vinaigre balsamique, des petits chips de tomate, un petit condiment de tomate, avec un petit peu de miel, tu vas voir, ça va. Et là, la petite chips là-dessus, c'est quoi là? De peau de tomate, tu vois, c'est pas mal, tu vois. C'est du goût. Ah ouais. Bon, Louis, par contre, t'en as 5 ou pas? Parce qu'on est 5 dans l'équipe. J'ai pensé à l'équipe. Il faut savoir, dans des périodes
chaude, il ne faut pas se déshydrater. Ah oui, important. J'irai pas plus loin. D'accord, très bien. Ben non, Si, nous, on je n'a vais pas le droit chercher, après d'aller je vais plus loin. chercher. Bon, on va laisser les chabrons s'occuper de nous. Et puis, ben voilà, on va passer à table. C'est un peu ça, en vadrouille sur la Nationale 7. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas être malheureux, je sens. Parmi les plus grandes tables françaises qui brillent dans le monde entier, il y en a une qui nous est chère et qui est justement sur la Nationale 7 depuis 1936. C'est la table, ou plutôt la maison Pic. 3 générations se sont relayées dans cette adresse au bord de la Nationale 7 en plein cœur de Valence. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant d'être à Valence, cette famille cuisinait et restaurait les voyageurs du côté de l'Ardèche. Bref, direction Valence et le cœur de la ville, on a rendez-vous avec, s'il vous plaît, la chef Anne-Sophie Pic. Bonjour Anne-Sophie. Loïc, comment vas-tu? Ben, ça va bien. On t'entend arriver. Hein. Oui, on m'entend un peu arriver. Je suis permis un petit coup de klaxon. Oh, mais tu as bien fait. Parce que j'ai l'impression que sur cette N7, on klaxonne moins maintenant quand même. C'est vrai, on est un peu plus discret. Mais cela dit, tu sais, moi, ça me fait plaisir de voir cette voiture parce que ma mère m'a amenée à l'école avec une 2 chevaux. C'est pas vrai. Donc, En plus, c'est l'heure presque pour aller à l'école, là. J'aurais loupé quelques cours, bon, c'est pas grave. Juste là, oui. C'est la N7, là, normalement. Oui. Alors, là, depuis un petit moment, elle passe plus là, c'est ça? Donc, c'est la N7. Quand mon grand-père s'est installé ici, vraiment, c'était au bord de la Nationale 7. On est en quelle année, là? On est en 1936. Ah oui. L'année des congés payés. Donc, là où la Nationale 7 prend tout son sens. Exactement. La route des vacances. La route des vacances. Alors, là, c'est un des 2 restaurants de la maison. Exactement. C'est le bistrot André, un peu un bistrot des années 30, mais revu et corrigé avec un petit peu de modernité. Mais ici, c'est quand même un lieu historique et les gens aiment voilà, flâner. Les photos, alors là, ces photos-là, c'est... Là, elle est magique, cette petite Ça me photo-là. donne toujours des frissons quand je les regarde. Là, c'est le déjeuner à table avant le service. Et moi, je suis là, il y a mon chien qui est là, et on déjeune très rapidement. Et à un moment donné, là, ça, c'est forcément un moment d'examen où l'apprenti amène un plateau et mon père va déguster le travail qu'ils ont fait pour préparer leur CAP. Et moi, je suis là et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Alors, voilà. Juste là-bas, il y a une photo, je crois, un article, c'est ça? Oui, il y a un article très intéressant qui est le fondement aussi de cette histoire de la Nationale 7. C'est Paris Match qui fait cet article extraordinaire parce que c'est 3 étapes de gueule. Donc mon grand-père, André Pic, Fernand Point, Alexandre Dumaine. Ils ont tous les 3 le même visage presque. Même bouille, on dirait 3 frères. Les bonnes tables sont sur les grandes routes. Bien sûr, c'est là où il y a le flux, le passage, les étapes gastronomiques qui se font sur cet axe rhodanien très très important. Et quelle excellente idée mon grand-père a eue de s'installer en 1936 ici. Bon. On va en Voilà. cuisine? On va en cuisine. Alors là, on va dans la cuisine 3 étoiles. Là, 2 époques, 2 restaurants. Combien de décalage finalement? Presque 40 ans? Oui, presque 40 ans. L'histoire de la mosaïque de Rouget et foie gras, c'est mon père qui a créé ce duo en fait terre-mer qui est très novateur. Et quelle période là? Les années 60-70. Alors c'est un 4 mains virtuel, mais j'ai rajouté cette gelée de bouillabaisse qu'il n'y avait pas à l'origine. D'accord. Donc c'est comme si on avait composé un plat tous les 2. Donc ça, c'est au bistrot André. Ça, c'est au bistrot André. Un peu cette nostalgie de la Nationale 7 qu'on assume. C'est ça. Complètement. Là, on est dans la table 3 étoiles, donc c'est ce qui se prépare ici. Un plat d'aujourd'hui, finalement. Moi, je suis envahie de tilleul depuis mon enfance. Je sens le tilleul depuis que je suis née dans cette maison. Et je voulais travailler le tilleul et le petit pois. Et il faut savoir que dans le tilleul, il y a ces notes de coumarine, comme il peut y avoir dans la Reine des Prés, dans la fève tonka, dans le mélilo. Avec ce plat, on parle de petits pois. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose de particulier ici, c'est qu'on est dans le verger de la France ou pas? Bien sûr, finalement. c'est vraiment un laboratoire, la Drôme du bio, hein, donc j'y tiens beaucoup parce que je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir des légumes de très grande qualité, que ce soit raisonnés ou bio en tout cas. Et puis c'est aussi les terres d'alluvion du Rhône qui sont magnifiques. Ça dit quelque chose, ce Rhône qui est là. Bon, ça veut dire que finalement, les restaurants sont venus au bord de la Nationale 7, mais ils sont restés parce qu'aussi il y avait un terroir. Complètement, complètement. C'est la raison principale. Après Valence, le soleil y est plus dur. La lavande pointe son nez, la Drôme provençale ouvre ses portes. Là, une étape historique et incontournable. Montélimar.
Surnommée la porte de la Provence, Montélimar, c'est surtout le début du sud de la France. D'abord parce qu'on y entend les cigales et puis aussi parce qu'on y sent un petit peu le Mistral. Mais surtout, Montélimar est connu pour son nougat et ses nougatiers. Parmi eux, une célèbre nougaterie. Elle date du 19e siècle, fondée par une famille, celle d'Arnaud Soubeyran, en 1837. Mais depuis l'an 2000, c'est une autre famille qui a pris possession des lieux, celle de Didier, avec Thomas et Quentin. Ces deux fils, ils ont décidé d'ouvrir la nougaterie familiale au public en créant une partie muséographiée et surtout, ils se sont lancés dans la culture d'amande. Alors forcément, du côté d'Envadrouille, on s'est dit qu'on ne pouvait pas résister à l'idée de venir leur rendre visite. Bon, ça c'est le vrai nougat de Montélimar? Le vrai de vrai. Le vrai, l'unique. D'accord. Alors, la recette classique du nougat de Montélimar, on va avoir un pourcentage de miel, d'amandes qui sont données. Donc, on a certaines proportions qui vont nous être imposées. Didier, si j'ai bien compris, le nougat, c'est quelque chose d'assez simple finalement. C'est très simple et ce sont les choses les plus simples qui sont les plus compliquées à réaliser, à faire bonnes. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, je vois beaucoup de gestes où c'est encore l'homme qui fait en fait. Notre métier, c'est quasiment uniquement ça. On ne peut pas mécaniser tout ça en fait. On peut le faire, mais s'il y a bien un endroit où nous ne souhaitons pas le faire, c'est dans les cuisines. C'est vrai? Oui. Là, on peut le goûter comme ça, là? Alors là, écoute, regarde, je vais t'en prélever un petit peu. Ouais. Que je vais te mettre sur le pain azime. D'accord. Voilà. Et là? Et là, tu le prends comme ça, tu vas un peu te brûler. Ouh, c'est bon ça. Ah oui, c'est chaud, hein? C'est chaud. C'est chaud, mais c'est bon. Et là, il reste quoi alors, Quentin, à réaliser? Là, il va y avoir le roulage maintenant. Ah, le roulage. Exactement. Donc, on appelle ça une cuite. Oui. Une fois cuite? Exactement. Ah oui, parce que moi, quand je prends une cuite, c'est pas ça. Voilà. Cette fois, on la tire. Mais c'est douloureux aussi. Il y a un autre fils, Thomas, c'est ça? Thomas, ouais, mon fils aîné. Qui fait les amandes? Lui, le miel et les amandes. À 5 minutes de la fabrique, au sud de Montélimar. Voilà les amandiers? Et voilà. Et voilà, ouais. Bon, juste Thomas, combien il y a de pieds d'amandiers là autour de nous? Alors, il y en a 4000 autour. Ah oui, quand même. Alors, nous, on a choisi 3 variétés. Ouais. Là, on marche dans les Loranes. D'accord. Les Loranes, c'est une variété qui est très utilisée en Provence. Ça veut dire qu'avec ces amandiers, on pense avoir une autonomie dans combien de temps là? Chez vous? On va dire que d'ici 4-5 ans, on arrivera à 80% d'autonomie en amandes si tout se passe bien. Ah oui? Ouais. Amandes bio? Amandes bio, exactement. Ah oui. Donc dans 3 ans, il y aura de quoi remplir le camion. Tout à fait. Ouais. Et même plus. Et peut-être un deuxième camion. Il faudra un autre camion. Qu'est-ce que ça fait alors, le papa, de voir... C'est l'aboutissement d'un rêve. C'est vrai? Ouais, avoir ces garçons avec soi. Et puis produire ses propres matières premières quand on aime ce métier comme nous l'aimons. C'est l'aboutissement d'une carrière et c'est vraiment... je pouvais pas rêver mieux. Bon, là, il y a un flambeau quand même à porter maintenant. Hein. Ça doit être lourd sur les épaules, là, non? Ça va, hein. C'est ce qu'on peut. Hein. Bon, et surtout qu'il y a le miel en plus. C'est ça. Il y a des ruches quelque part par là, je crois. Ça butine, là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon. Ouais. Ah, c'est ça, en fait. Hein. Moi, je pense qu'on va faire la République du nougat de Soubeyran. C'est déjà en cours. République autonome. C'est un scoop, c'est déjà en cours. Avec ses nougatiers amoureux de la N7, la romance continue. Montélimar retrouve des saveurs oubliées. L'histoire, finalement, le long de cette route, semble se répéter. Au moment où je m'apprête à clore ce périple, le bruit d'un chantier passionné vient à nous. Bien plus au nord, une station essence devant laquelle nous étions passés sans même y prêter attention semble revivre de ses cendres. Marche arrière, direction la Loire, où la nostalgie semble donner des ailes. Alors là, je sens, Jean-Michel, que j'arrive au bon moment, non? Ah, Loïc, chez nous, c'est toujours ça. Ah oui? Bon, là, il y a toute l'association? Ah non, il n'y en a qu'une petite partie, là. On est 55 en tout. Hein. Au niveau des travaux, ce qui préside ici, c'est la convivialité. D'accord. Et tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, c'est parce qu'on est une bande de copains, c'est parce qu'on se retrouve autour d'un casse-croûte, c'est avec un esprit comme ça. Bon, alors, juste raconte-moi l'histoire de cette station essence. Elle a ouvert à l'été 1957, mais on n'a pas retrouvé la date d'ouverture pour l'instant. Et elle a été exploitée de 57 à 68 sous la marque Ozo. Et donc, elle s'est passée Total. D'accord. Jusqu'en 81.
Et en 81, Total ferme la station, dépollue le site et laisse ça à l'abandon. Et alors maintenant, il y a des bons casse-croûtes et les plus beaux camions de la région. C'est ça ou pas? Oui, mais il y a aussi des bonnes corvées. Ah oui, ok. Hein? Je ne veux pas travailler, je ne veux pas... Ah oui, là c'est quand même le chantier, hein. Voilà. Et c'est de la main-d'œuvre spécialisée. Hein. Ah oui. Voilà. Alors là, elle va aller où cette grille? Cette rambarde, elle va aller pour la descente à la cave. Ouh là là, ça c'est beau ça. Alors ça, regarde. Donc elle va être en rouge couleur ozo. Ça c'est les courbes quoi, des années quoi? Des années 1950-1960. C'est l'architecture typique de donc ces des années. rondeurs Voilà. et des lignes droites. Et puis la flèche au-dessus. Ah oui. Alors, il faut imaginer la station complètement taguée de partout. Et là, donc, on a gardé ce losange avec une partie des tags qu'il y avait. Ah, c'est génial. Ça veut dire qu'on a une sorte d'histoire qui se superpose. On va garder ça comme ça, là. Ah oui, ici. parce que c'est un bout de la, Voilà. c'est un bout de la vie de cette station. C'est un bout de, effectivement. Quand on a commencé à refaire la station, Total n'avait pas renouvelé l'abonnement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la marque Ozo. Nous, on s'est empressé de récupérer le nom Ozo. Donc maintenant, tout ce qui est publicité Ozo, c'est à nous. Venez voir, il y a un projet génial. Parce qu'en fait, pour tout ça, il faut quand même un peu de sous, si j'ai bien compris. Bien sûr. Donc ici, c'était le poste à gasoil. D'accord. C'est-à-dire, quand les véhicules arrivaient du coteau, à un moment donné, tu avais un panneau piste tourisme et piste poids lourd. Les poids lourds, ils faisaient le tour et ils arrivaient ici. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est tout autour de ce poste à gasoil, un mur des donateurs. On a déposé auprès d'Urgence Patrimoine une cagnotte en ligne. Et à partir de combien on a son nom sur le mur? À partir de 30 €, tu as une brique. Oh, mais fastoche alors. Bon, et bien voilà, on termine ce périple en vadrouille consacré à la Nationale 7. Ici, sur cette forteresse médiévale de Mornas, on est à 137 mètres d'altitude sur cet éperon rocheux. Et c'est ici que les premiers hommes, alors au départ sous l'Antiquité, se sont positionnés pour contrôler la première voie de circulation, le fleuve Rhône. Et puis ensuite, il y a eu les routes royales, les routes impériales et enfin la Nationale 7. Alors c'est vrai que la Nationale 7 a été chantée par Charles Trenet, mais la prochaine fois que vous passerez par là, pensez à ces hommes, ces femmes que nous avons rencontrés durant toute cette série. C'est eux qui conservent un bout de l'histoire de la Nationale 7. Alors, j'aimerais remercier Xavier, Boris, Romain, Agathe, Didier. Grâce à eux, nous avons parcouru notre région, Auvergne et Rhône-Alpes, et on termine même ici, dans le Vaucluse. Allez, en vadrouille consacrée à la Nationale 7, c'est terminé, mais on se retrouve très très vite. Et puis pour le replay et revivre les émotions, il y a toujours francetv.fr.